Bonjour à tous, moi, j'ai le plaisir de conclure cette journée et je vais vous parler du développement des services de modulation qu'on fait à ITK. Donc rapidement, notre cœur de métier à ITK, c'est de développer des outils d'adaptation pour les agriculteurs. Et pour cela, on repose sur 3 technos, le développement de modèles agronomiques, le développement de logiciels et également le développement de capteurs connectés. Donc ça fait à peu près 15 ans qu'on développe notre savoir-faire. Et donc ITK peut se reposer sur quasiment une centaine d'employés, basés notamment en France et aux États-Unis. Donc pour vous parler donc, des services de modulation qu'on développe, je vais faire un focus sur les deux principales gammes d'OAD qu'on développe. Donc sur la partie grande culture, c'est la gamme CropWin. Donc on développe des outils d'aide à l'addition pour piloter la fertilisation et l'irrigation sur grande culture. Et donc, dans cette gamme-là, on a travaillé un service de modulation de la fertilisation azotée. La seconde gamme, c'est la gamme Vintel. Donc, c'est pour le pilotage notamment de l'irrigation sur les cultures pérennes. Et dans cette gamme-là, on a travaillé sur un service de modulation de l'irrigation. Donc, comme beaucoup d'acteurs, quand on a voulu aller vers les services d'agriculture de précision, on s'est penché sur l'utilisation des images de satellites, qui se sont révélées être un outil qui est très puissant pour venir caractériser l'hétérogénéité d'une parcelle. En revanche, c'est un outil qui ne suffit pas à lui-même pour répondre à des questions importantes pour l'agriculteur qui sont très bien, ma parcelle est hétérogène, quels sont les facteurs qui sont à l'origine de cette hétérogénéité? Est-ce que le fait d'avoir cette hétérogénéité va venir impacter mon rendement et si oui, de combien? Et dernière question, et c'est quand même la plus importante, c'est comment est-il possible de corriger ce problème? Et donc c'est en partant de ce constat, et basé sur notre compétence qui repose principalement sur le développement de modèles, qu'on s'est dit très bien, on a une super information qui vient des images satellites, on a une super information qui vient des modèles, essayons de les combiner. Donc là, c'est un schéma très simplifié de, en gros, comment ça fonctionne un modèle agronomique. On a des entrées, on en a beaucoup parlé dans la journée, ça va être du type de sol, ça va être bien sûr des entrées climatiques. On a un modèle qui va représenter et modéliser la complexité des interactions sol-plante-environnement. Et on va avoir, donc, en sortie de ces modèles, des variables d'intérêt comme des estimations de rendement, de recommandations, des indicateurs de stress azoté ou de stress hydrique. Et donc, quand on a des images satellites qu'on récupère, on est capable de les valoriser à différents endroits. On est capable d'en extraire certaines entrées. Donc ça, c'est assez pratique pour l'utilisateur. Ça permet, par exemple, on fait une détection automatique d'une date de semis, d'un type de culture. Plutôt que l'utilisateur ait besoin de rentrer ces informations, on le détecte automatiquement. On est aussi capable de venir recalculer des valeurs de paramètres pour venir affiner la précision des modèles. Et on est capable, enfin, de travailler sur les sorties et de spatialiser nos sorties et donc de proposer des services de modulation à nos utilisateurs. Donc, je vais rapidement vous parler de la fertilisation azotée et de sa modulation dans l'outil CropWin. On est reparti vraiment du besoin de la biblio. Et quand on fait de la biblio sur le sujet, ce qu'on sait, ce que vous savez tous, c'est que sur une parcelle, on a une hétérogénéité et que les facteurs qui vont venir limiter le rendement vont être différents. C'est-à-dire que là, on va avoir une parcelle sur laquelle il y a en partie l'azote qui va venir limiter le rendement, mais ça peut être aussi la texture, la pente de la parcelle ou encore la compaction du sol. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est que la plus-value et le gain vraiment pour l'agriculteur à utiliser une carte de modulation de la fertilisation azotée, c'est une économie de fertilisants sur les zones où l'azote n'est pas le facteur limitant. Donc en fait, l'agriculteur va venir mettre moins d'azote, il va maintenir ses rendements, et c'est là que la plus-value se fait. Donc en fait, on est parti de ce constat-là, et donc on a combiné nos modèles avec des indicateurs biophysiques venant d'images satellites, et très rapidement comment ça fonctionne. Grâce à nos modèles, on est capable d'estimer la dynamique, la croissance de la plante, donc ce qui s'est passé du semis jusqu'à l'instant T, et aussi sa prévision, la projection de comment ça va se passer jusqu'à la récolte. C'est pour ça que c'est les petits pointillés, c'est en gros la projection sur la fin de saison. On récupère un indicateur biophysique qui vient d'une image satellite. Première chose qu'on fait, on corrige notre modèle. Ça veut dire qu'on recale les prévisions de notre modèle pour que ça colle aux observations faites par le satellite. Deuxième étape, on va calculer une croissance maximale atteignable si l'apport azoté est bien piloté. Ça veut dire que par exemple, dans la zone ici qui correspond à la zone rouge, on va venir identifier le facteur limitant, on va dire ok, là c'est l'azote, ce qui veut dire qu'on peut gagner à peu près l'équivalent de la courbe rouge si à partir de maintenant on gère bien la fertilisation azotée. Et donc on va venir calculer la dose d'azote nécessaire pour passer de la courbe bleue à la courbe rouge. Et donc cette optimisation, on l'a fait de deux manières, soit pour optimiser le rendement, soit pour optimiser la rentabilité. Ça veut dire que par exemple, peut-être que la courbe rouge permet de gagner
2 quintaux, mais en revanche, si pour les gagner, il faut mettre 200 unités d'azote, c'est pas forcément rentable pour l'agriculteur. Donc nous, on propose le choix à l'agriculteur de venir optimiser soit son rendement, soit sa rentabilité. Un autre exemple, par exemple ici, on est dans la zone bleue. Là, clairement, nous, on détecte que l'azote n'est pas le facteur limitant. On va détecter qu'on n'a quasiment pas de gain de croissance qui va être lié à un apport supplémentaire d'azote, et on va avoir une recommandation nulle, voire faible, sur cette zone-là. Donc voilà globalement comment est-ce qu'on construit notre service de carte de modulation de l'apport azoté. C'est différent de la plupart des services qui sont proposés, qui consistent à une spatialisation d'une dose qui a été définie par ailleurs, puisque nous, on propose à la fois la définition d'une dose optimale par zone et effectivement sa spatialisation sur la parcelle. Donc pour finir rapidement sur ce service, donc il est encapsulé dans un service qui est automatisé, qui est en production aux États-Unis et qui est en bêta-testing en Europe. Je ne m'étendrai pas plus sur la partie fertilisation. Je vais vous parler maintenant un peu plus longuement de la partie sur la modulation de l'irrigation. Donc ça, c'est un service qu'on développe pour la gamme Vintal, qui correspond donc aux outils de la décision pour le pilotage de l'irrigation sur les cultures pérennes. Cultures pérennes, donc c'est principalement la vigne, mais également les amandiers. Pourquoi les amandiers et pourquoi la Californie? Parce que la Californie, c'est la principale région de production des amandes. On a un peu plus de 400 000 hectares qui sont cultivés en Californie. C'est une culture à très haute valeur ajoutée, donc on est à peu près à 15 000 $ par hectare pour l'agriculteur. Et les principaux postes de production pour la culture d'amandes, c'est la fertilisation et l'irrigation. Et donc en fait, on a des besoins en eau qui sont quand même assez élevés pour la production des amandes, ce qui fait qu'il y a la grande majorité des producteurs qui utilisent des systèmes d'aide au pilotage de l'irrigation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Californie, il y a une grosse pression sociale sur l'utilisation de l'eau. Il y a vraiment une grosse pression qui est appliquée aux agriculteurs et il y a un vrai besoin de s'équiper en solution pour venir piloter l'irrigation sur les amandiers. Le deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue technique, c'est maintenant possible de faire, on a des systèmes d'irrigation qui sont compatibles et qui permettent de faire de la modulation d'irrigation. Donc c'est en partant de ce constat qu'on a commencé à travailler. Et on s'est posé la question de comment est-ce que les producteurs d'amandes font actuellement pour piloter l'irrigation sur leur parcelle. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est l'approche de la FAO qui est la plus répandue, qui consiste à calculer une transpiration de la plante en fonction d'un KC, également d'un KS qui va venir réduire ou pas le KC, et d'une évaporation-transpiration potentielle. Donc, en fait, on a un gros travail qui a été fait par l'UC Davis en Californie, puisqu'ils ont défini par expérimentation des courbes d'évolution de KC par région pédoclimatique en Californie. Donc en fonction du county, l'agriculteur va piocher la bonne dynamique de KC qui correspond à son climat. Et donc nous, on se dit que si on veut aller sur de la modulation d'irrigation, cette courbe de KC, il faudrait qu'on soit capable de l'adapter pour chaque parcelle, voire pour chaque arbre, si on peut faire du pilotage de l'irrigation au pied. Donc on s'est posé la question, c'est est-ce que grâce à des images satellites, on est capable de distinguer différents niveaux de contraintes hydriques. Donc on a collaboré avec l'UC Davis, donc en Californie. On a récupéré des données sur un dispositif expérimental à Kern, donc c'est dans un county, sur 3 années, donc de 2014 à 2017. Et dans ce dispositif expérimental, ils ont testé 5 niveaux de régime hydrique allant de 70 à 110% de l'ET. Donc nous, ce qu'on savait, c'était on avait les valeurs des régimes hydriques et on avait aussi la localisation des régimes hydriques sur le dispositif expérimental. Donc là, je vous présente des résultats juste sur l'année 2017. En fait, on a pris des images satellites et on a travaillé plus spécifiquement avec des indicateurs biophysiques qui nous ont été fournis par Airbus. Et on a réussi à trouver en fait un indice biophysique qui est capable en fait de venir représenter la variabilité des régimes hydriques qui ont été appliqués. Ici, par exemple, est-ce que là vous voyez? Hop. Donc sur la période du printemps, donc l'établissement de la végétation, on a quasiment toutes les courbes qui sont superposées, c'est-à-dire que cet indicateur-là ne permet pas de bien discriminer s'il y a eu une bonne alimentation en eau ou non. En revanche, à partir du début de l'été et jusqu'à la période de récolte, en suivant cet indice biophysique, on est capable de dire si c'était des parcelles ou une placette qui était bien irriguée ou non. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que là, je vous ai juste tracé en moyenne ce qu'on voyait avec l'indicateur biophysique. En pratique, on a aussi une très grande variabilité des pixels.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va être capable de bien classer un pixel qui appartient à un régime particulièrement mal alimenté en eau. On va être capable de bien le discriminer d'un pixel pour lequel on a un indicateur biophysique qui nous dit « Ok, ça c'est bien alimenté ». Ça va être assez simple. En revanche, pour tous les traitements qui sont un peu au milieu, ça veut dire entre 80 et 100% de l'ET, on va avoir une si grande variabilité qu'on n'est pas sûr de bien savoir classer un pixel. Donc ça veut dire que c'est encourageant, mais qu'on a encore un peu de travail pour venir réduire cette variabilité. Et donc une des solutions qu'on a voulu investiguer, c'est que pour réduire cette variabilité, on s'est dit très bien, peut-être que ça vient de la résolution des images qu'on a utilisées. On a utilisé du Landsat auparavant, c'est 30 mètres de résolution. On s'est dit, est-ce que si on utilise des images à très haute résolution de type Spot 6 ou Pléiade, est-ce qu'on améliore les choses? Donc, premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un algorithme qui, à partir de ces images, on est capable d'identifier le sommet des arbres et on est aussi capable d'identifier les canopées des arbres. Et ce qu'on s'est dit, tiens, jusqu'à présent, on a travaillé avec tous les pixels, et qu'est-ce que ça donne si on travaille avec les pixels uniquement des sommets et uniquement des canopées? Donc là, je vous remets à gauche, dans le box plot, vous avez ce qu'on avait observé quand on regardait toute la parcelle. Donc on était capable de caractériser un traitement bien irrigué d'un traitement pas bien irrigué, mais on avait quand même une grande variabilité. Quand on travaille uniquement avec les pixels de la canopée, on voit qu'on a encore une différence, c'est-à-dire qu'on est capable de faire la différence entre les deux régimes hydriques, et on commence à réduire la variabilité. Et quand on travaille avec les pixels qui correspondent au sommet des arbres, on arrive un tout petit peu moins bien à discriminer les deux traitements. En revanche, on a bien réduit la variabilité. Donc pour conclure sur la partie modulation de l'irrigation, on a bien avancé le chantier parce qu'on a trouvé des indicateurs biophysiques qui semblent pertinents. On doit encore travailler sur la pertinence ou non à utiliser des images à haute résolution, parce que c'est un coût supplémentaire dans le service à mettre en œuvre. Et on espère conclure ce travail l'année prochaine. Pour finir très rapidement, donc sur la gamme Vintel, donc je viens de vous le dire, le premier objectif, c'est de finaliser le travail de R&D pour mettre en place le service de modulation de l'irrigation. On tient une bonne piste et il faut qu'on continue de chercher dans cette direction. C'est aussi d'étendre donc Vintel sur l'arboriculture dès l'année prochaine. Et sur la partie donc CropWin, donc l'outil grande culture, le but c'est de valider maintenant notre service de modulation de la fertilisation azotée sur d'autres cultures que le blé et de passer sur d'autres services de modulation qui semblent intéressants, comme par exemple le semis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Pas de questions particulières? Non? Sûr? Bon, moi j'en ai peut-être une. Est-ce que ce qu'on a vu sur la bandier, vous pensez l'extrapoler à de nombreuses cultures ou pas? Oui, merci, vous me faites penser. Du coup, la vigne, effectivement, ça fait partie des cultures qui sont ciblées, mais aussi d'autres arbres de type prunus. Bon, toujours pas de questions? Sûr? Ok, bon, mais merci beaucoup. On vous applaudit à nouveau. Ah si, il y a une question. Un retardataire. On vous donne un micro. Bonjour, Paul Briot, Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. Je voulais revenir sur votre première présentation, CropWin, fertilisation azotée. J'ai pas très bien compris. Vous modélisez les facteurs limitants, c'est-à-dire notamment la compaction? En fait, on vient modéliser un certain nombre de facteurs, donc tout ce qui est nutriments dans le sol, et on a aussi des informations qu'on peut prendre. Donc là, on ne le modélise pas forcément, mais on a des informations sur le type de sol, et on est capable d'estimer si ça va être l'azote, si ça va être le potassium, si ça va être le phosphore. Et on peut aussi dire, en fait, c'est pas du tout l'azote, donc ça sert à rien de venir mettre plus d'azote ici. En gros, c'est comme une carte de potentiel de rendement, en fait. On estime une carte de potentiel de rendement et on dit, là, il y a un fort potentiel et c'est l'azote, donc ça vaut vraiment le coup d'insister et de venir bien fine-tuner, entre guillemets, la fertilisation sur cette zone-là. Ma question indirectement, c'est est-ce que vous allez sur la parcelle pour vérifier on travaille avec on a des partenaires qui, eux, ont des données, et en fait, on vient valider et tester nos modèles sur des données, en fait. Mais c'est pas nous qui allons faire les manips pour récolter des données.